Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, on parle de course automobile. Michael Grenier, qui pilotait une Porsche l'an passé, pilotera cette année une Lamborghini. Également, c'était la pesée officielle dans le cadre du gala Boutet-Alvarez. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui recevaient ce soir la visite des Huskies de Rouyn-Noranda. Une bien mauvaise nouvelle attendait les partisans de l'équipe québécoise alors que c'est sans Olivier Garneau, blessé pour le reste de la saison à la suite d'une fracture à un poignet, que les Remparts affrontaient les Huskies. Le gardien Evgeny Kislev est de retour devant le filet et semble plus en confiance que la veille face aux Drakkars. C'est en avantage numérique que l'équipe de Philippe Boucher ouvre le pointage. À 5 minutes 51 secondes, Mathieu Ayotte y va d'un puissant tir. Olivier Tremblay y voit du feu. Un 17e pour le numéro 15. Des aides vont à Huntley et Kourachev. C'est 1-0 Remparts. Disputant une bonne première période, les Diables Rouges obtiennent quelques chances de doubler leur avance. À l'autre bout, le gardien russe demeure solide. C'est toutefois à leur 10e tir en direction du filet des Remparts que les Huskies inscrivent un premier but. Le tir voilé de Mathieu Boucher nivelle la marque à 18-14. C'est 1-1. Les visiteurs domineront le deuxième 20. Les chances de marquer des Remparts se font très, très rares. À force de tourbillonner autour du gardien des Remparts, les Abitibiens finiront par inscrire le seul but de cette période. Même en y allant d'un deuxième et d'un troisième effort, Kislev ne peut rien sur le lancer de Manuel Widerer. Rouyn-Noranda prend les devants 2-1. Les Remparts dominés 12-3 au chapitre des tirs. En troisième, les locaux se défendent du mieux qu'ils le peuvent face à des Huskies plus agressifs. Ces derniers confirmeront la victoire avec un troisième but inscrit à 8 minutes 30, le deuxième de Mathieu Boucher qui porte la marque à 3-1. Les visiteurs complètent leur soirée avec un but dans un filet désert. Marque finale, 4-1 Huskies. Gino, à tous les games, il nous donne une chance de gagner, puis encore à soi, il nous a donné une chance de gagner. Toute la game, on était un shot de retour dans la game. Puis ça a dénoué un peu triste, mais je pense que on a mieux joué qu'hier. C'est le comment qui est important présentement. Comment qu'on fait les choses. Si on fait bien les choses, on va avoir les résultats parce qu'on a eu toute l'année. Puis on a bien fait le comment là, en première période. Il faut apprendre à le faire pour des games au complet. Là. Parlons maintenant de boxe. On est à moins de 24 heures du fameux gala ici au Centre Vidéotron qui mettra en vedette, entre autres, Boutet et Alvarez. Et justement, aujourd'hui, sur l'heure du midi, c'était la fameuse pesée officielle à laquelle assistait Stéphane Turcot. 174,6. À la pesée, Elander Alvarez affichait un livre de plus que Luchan Boutet. Vendredi soir, au Centre Vidéotron, le Colombien croit se battre à 190, voire même 192 livres. Je pense pas que ça va être un facteur. Probablement, je vais avoir environ 185, 186 probablement. Mais c'est pas une différence. 5 livres, ça va faire pas une grosse différence entre les poids. Avec mon expérience, ma vitesse d'exécution, ça va aider, ça va aider dans les combats, puis il va faire la différence. Et Marc Ramsey, l'entraîneur d'Alvarez, a été cinglant en parlant de Boutet. Sans vouloir dénigrer Lucian, parce que c'est important, je considère un ancien champion du monde qui a fait beaucoup de défense, qui a encore beaucoup d'expérience, c'est un gars qui demeure un des bons noms de la division. À chaque fois, et non pas récemment, mais à chaque fois dans sa carrière qu'il est allé pour un boxeur, il n'a pas relevé le défi. Lorsqu'ils se regardent, Boutet et Alvarez voient des ressemblances dans leur façon de boxer. Et pour bien des observateurs, difficile de prédire un gagnant. Les premiers rounds pourraient peut-être aller à Alvarez s'il ne se fait pas trop prendre en contre-attaque. Mais en fin de round, les derniers rounds, c'est l'histoire de Luchan Boutet. Fait que ça me surprendrait pas en tout qu'on ait un verdict nul dans ce combat-là. Éric de Hammer, Martel, Paroli. En sous-carte, la confrontation des poids lourds entre Éric Martel et Adam Braidwood risque d'être explosive. Encore une fois, le Colosse de l'Ouest a pris à la légère le face-à-face et badiné avec Martel. Aussi que physiquement, il est très sec. Fait que, tu sais, moi, je me garde toujours une petite réserve pour être sûr d'aller plus dedans et de faire les 12 rounds comme il faut. Fait que moi, je pense que ça va être un excellent combat demain.
Puis je pense pas non plus que ça va se rendre jusqu'à la limite. Un autre gars de Québec, Sébastien Bouchard, devrait aussi soulever la foule contre le Mexicain Gustavo Caribé. On n'a pas grand d'informations sur lui. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il boxe à l'intérieur. Fait que je suis dans ma zone de confort. Je pense que ça va faire un bon spectacle. Il faut juste que je laisse aller mes mains, puis je pense que les gens de Québec vont être contents de ce qu'on va leur offrir. Un combat principal, mais un attrait aussi pour deux locaux. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. 253 Après la pause, Michael Grenier pilotera la saison prochaine une Lamborghini. Après une saison complète en série Porsche Italia la saison dernière, le pilote de Québec, Michael Grenier, s'en va maintenant en série Endurance Blancpain GT, où il pilotera la saison prochaine une Lamborghini. Reportage. Qu'est-ce que c'est comme série automobile? Exactement. Donc, c'est un championnat d'endurance. Donc, c'est des longues courses, soit des 3 heures, 6 heures ou on a 24 heures dans la saison. C'est des voitures qu'on appelle modèle GT3, des voitures fermées. Il n'y a pas de voiture prototype avec nous comme on voit aux 24 heures du Mans. Donc, c'est seulement que des voitures GT. Puis, c'est un très gros championnat où tous les manufacturiers de voitures sont impliqués. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Puis je vous dirais que dans ce type de course-là, c'est le plus gros championnat du monde qu'on ne peut pas avoir en endurance. Là. Donc, c'est très intéressant. Courra sous les couleurs de Lamborghini. Il y aura plusieurs voitures dans le peloton de ces courses d'endurance-là. Ce sera Huracan, c'est ça? Exactement. C'est une Lamborghini Huracan, le modèle qui remplace la Gallardo. C'est une voiture un peu comme la Porsche qu'on avait. C'est pas une voiture de route transformée pour la course. C'est vraiment une voiture de course, mais sur le nom de Huracan. Donc, première saison avec ces voitures-là. C'est des voitures plus rapides aussi qu'on avait dans la série Porsche. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est ce que tu voyais dans tes plans après ta première saison en Italie? Bien, quand j'ai été en Europe, c'était le but d'aller en endurance. Je pensais pas nécessairement que ça allait arriver aussi vite que ça, mais à la fin de la saison l'année dernière, j'ai fait des essais avec Lamborghini. Puis deux jours d'essai, donc tout a bien été. Puis ça a été des longues négociations. L'hiver, c'est jamais le fun pour ça, mais tout s'est réglé en fin de semaine dernière. La Carrera Cup Italia. Intanto, classifica con Drudi, Grenier et Dogar. La saison, justement, en Porsche Italia, c'est ça qui te propulse dans cette série-là cette année? Ouais, c'était vraiment la porte d'entrée en Europe pour moi l'année dernière. C'était une très bonne saison. Ça a été plus dur par moment, mais l'important était de finir en force, qu'on a réussi à faire la dernière course. Puis il y avait l'équipe avec qui je vais participer en Lamborghini était présent là, lors de ma victoire, donc ça a été un bon timing. Un petit peu des courses de cette série-là, une série de 6 courses dans la saison. Des courses assez longues, des courses d'endurance, 3 pilotes, comment ça se déroule? Exactement. Donc, c'est des week-ends, comme vous dites, c'est seulement des longues courses. La plus courte qu'on a, c'est un 3 heures. Dans ce cas-là, avec 3 pilotes, on fait 1 heure chaque. Dans un 6 heures, c'est environ 2 heures par pilote, mais il reste qu'on peut changer les stratégies. Il n'y a pas nécessairement de règle que chaque pilote doit faire minimum de 2 heures. Puis ensuite, dans un 24 heures, évidemment, là, il y a beaucoup de stratégies. Probablement que les pilotes les plus rapides ou ceux qui sont plus à l'aise la nuit ou le jour vont rouler un petit peu plus, mais il reste que c'est de 6 à 8 heures de pilotage quand même. Donc, c'est beaucoup. Puis on sait que c'est pas Francorchamps, la météo est très difficile à prédire, donc ça risque d'être très intéressant. On retrouve tous les grands fabricants de voitures. C'est quand même une série prestige qui est suivie beaucoup à travers le monde. Exactement. C'est une des raisons pourquoi c'est intéressant d'être dans ce championnat-là. Premièrement, c'est un niveau professionnel, donc c'est pas un championnat de développement. Puis le fait que tous les manufacturiers soient présents, si jamais à un moment donné ça continue pas avec Lamborghini, ça peut continuer avec un autre manufacturier, ce qui est plus difficile dans une série monotype comme je faisais avec la Porsche. Tu auras l'occasion de progresser dans cette série-là pour quelques années ou c'est un tremplin pour autre chose?
Je dirais que cette série-là, c'est plus vraiment un temps plein. Ça peut l'être après pour faire le championnat WEC, qui est pour les 24 heures du Mans, mais il y a beaucoup de pilotes qui gagnent leur vie dans ce championnat-là. Souvent, on peut faire la série Blancpain avec des courses comme le 24 heures de Daytona ou d'autres courses d'endurance dans le monde, mais normalement, c'est un championnat où les pilotes restent. Tu t'en vas bientôt, dans quelques jours, faire les premiers essais avec la Lamborghini? Exactement. Les premiers essais sont le 13 et 14 mars au circuit Paul Ricard en France, dont je connais la moitié du circuit, puisqu'on l'a déjà fait en Porsche, mais seulement la moitié, parce que c'est un très grand circuit. Donc, puis notre troisième course de la saison, là, on a une course de 6 heures, là, donc ça va être important d'avoir des bons essais, faire beaucoup de tours, puis essayer de développer la voiture le mieux possible. Objectif pour cette première saison? Bien, moi, je vais participer au championnat dans la série Pro-Am. Donc, l'idéal, c'est on veut se battre pour le titre de Pro-Am. Donc, évidemment, on ne se battra pas pour le championnat overall qu'on appelle, mais si on peut se battre à l'avant pour le Pro-Am, ça serait l'objectif, puis c'est ce qui m'a été un peu demandé. Green Lamborghini gains track position, or does he? Duncan Cameron's alongside him. Début de la saison, c'est quand? Fin avril, première course fin avril à Monza, donc un circuit que je connais bien. On devrait faire des essais là avant aussi. Merci, bonne saison. Merci beaucoup, Kat. Reconnu pour revenir de l'arrière en fin des épreuves de sprint, Alex Hervé s'est fait avoir en tentant cette manœuvre en demi-finale du sprint style libre jeudi au championnat du monde de ski de fond à Lahti en Finlande. Le Québécois a fini 6e de sa demi-finale pour le 12e rang au classement. Auteur du 13e temps en ronde de qualification, l'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges avait ensuite terminé 2e de sa vague des quarts de finale. Le championnat du monde de ski de fond se poursuit samedi avec les courses de skiathlon. Après les remparts, c'est la boxe qui s'amène vendredi soir au Centre Vidéotron. On vous invite à venir encourager nos boxeurs de chez nous, Sébastien Bouchard et Éric Martel-Baoili. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.